Bonjour à tous. Bienvenue dans ce petit tutoriel où je ferai la correction du test de révision, du mini-test sur le chapitre 4, les mouvements, donc la deuxième partie. Donc, sans plus tarder, allons-y avec la première question où on dit qu'on lance une bille en direction du haut d'une pente à une vitesse de 4 mètres par seconde. Et ensuite, 5 secondes plus tard, la bille est en train de redescendre la pente à 6 mètres par seconde. Donc, on a un petit schéma ici qui illustre la situation initiale. Évidemment, donc, c'est peut-être pas complet. On peut bonifier un peu là, ce schéma-là. On peut montrer ici qu'évidemment, la bille va monter. Quand on dit qu'on lance la bille, à vrai dire, on la fait rouler vers le haut du plan incliné. Donc, elle va monter jusqu'en haut du plan incliné et éventuellement, elle va se remettre à redescendre. Et 5 secondes après le début de son mouvement, elle va être en train de redescendre et elle aura une vitesse, donc, ici, là, dans la descente, une vitesse finale de 6 mètres par seconde. Donc, je vais l'écrire ici, 6 mètres par seconde. Voilà. Donc, avec tout ça, on nous demande l'accélération de la bille. Écoutez, si on va voir dans les différentes formules qui sont à notre disposition, sachant qu'on connaît là, certaines informations ici, notamment donc la vitesse initiale, la vitesse finale, le temps, je peux l'écrire ici, là, donc vitesse initiale est connue, donc 4 mètres par seconde carré, 4 mètres par seconde, pardon, vitesse finale de 6 mètres par seconde, et le temps, donc, de 5 secondes, la durée du mouvement, ben, on peut utiliser la formule, donc, VF moins VI divisé par delta T, ça donne l'accélération. Et avant de faire mon calcul, il faut s'interroger sur une chose ici, parce qu'au départ, la bille monte le plan incliné et à la fin, elle redescend. Et donc, la vitesse initiale et la vitesse finale ne sont pas dans le même sens. Et donc, il faut déterminer c'est quoi le sens positif et le sens négatif. Donc, dans ce cas-ci, ben, je vais déterminer que le sens positif, c'est vers le haut du plan incliné. J'aurais pu faire l'inverse, ça aurait été tout à fait correct. Là, j'aurais pu mentionner que c'est vers le bas, le sens positif. Mais donc, je vais indiquer que la vitesse est positive quand la bille monte. Donc, au départ, la vitesse est positive et à la fin, elle est donc négative. Donc, la vitesse initiale et la vitesse finale ne peuvent pas être identiques, évidemment, puisque, donc, l'objet, là, d'une part, monte au départ et à la fin, descend. Donc, ensuite de ça, ben, maintenant que cette précision au niveau du signe est établie, ben, je peux faire le calcul. Donc, moins 6 mètres par seconde, moins 4 mètres par seconde la vitesse initiale, tout ça divisé en 5 secondes. Et ça nous donne donc un total là, au numérateur de moins 10 mètres par seconde divisé par 5 secondes. Donc, l'accélération est de moins 2 mètres par seconde carré. Et une méconception, là, une mauvaise conception souvent en lien avec cette situation, c'est de croire que l'accélération change au cours du mouvement, qu'elle serait par exemple positive au début et négative à la fin. Positive quand la bille monte, négative quand la bille descend. C'est faux. L'accélération, elle est toujours négative tout au long du mouvement. Au départ, dans la première partie, jusqu'au sommet de la trajectoire, l'accélération fait ralentir la bille. Et quand elle redescend, donc la bille, l'accélération est toujours négative et lui fait gagner de la vitesse, mais vers le bas du plan incliné. Donc l'accélération tout au long du mouvement est de moins 2 mètres par seconde carré. Ensuite, on demande à la deuxième question quel est le déplacement de la bille effectué en 5 secondes. On cherche ici, autrement dit, le déplacement sur le plan incliné, donc delta x. Donc, écoutez, avec toutes les informations que j'ai, accélération, temps, vitesse initiale, vitesse finale, j'ai vraiment le choix des formules ici que je peux utiliser. Je vais utiliser, là, si vous le voulez, donc la formule delta x est égale à VF plus VI fois delta t, et tout ça divisé par 2. Et j'aurais pu en utiliser d'autres, là, mais j'ai choisi celle-là. Donc, VF ici, c'est moins 6 mètres par seconde, plus 4 mètres par seconde, fois le temps de 5 secondes, et tout ça divisé par 2. Bon, je vous épargne là, les détails mathématiques. Moins 6 plus 4, donc ça fait moins 2.
moins 2 fois 5, donc ça fait moins 10. Moins 10 divisé en 2, donc ça fait moins 5 mètres. Ici, le déplacement de la bille en 5 secondes. Et donc, pourquoi un négatif? Ben, la bille sera plus basse qu'à son point de départ après 5 secondes. Bon, c'est ce que j'avais illustré ici sur mon schéma, que la bille serait plus basse. Comment aurais-je pu l'anticiper? Ben, par le fait que la vitesse finale de la bille soit, en termes de valeur absolue, supérieure à la vitesse initiale. Parce qu'évidemment, si la bille monte et ensuite redescend et revient jusqu'à son point de départ ici, ben, à ce point-là, la vitesse de la bille sera donc de 4 mètres par seconde vers le bas, ou moins 4 mètres par seconde. Donc, si en plus de ça, j'ai le temps de continuer à gagner de la vitesse, donc évidemment que la bille sera plus basse que son point de départ. Donc, c'est logique ici, dans cette situation-là, qu'on obtienne une réponse en termes de déplacement qui soit négative, puisqu'on sait que la bille, avec une vitesse finale de moins 6, sera plus loin que son point de départ. Donc, il y avait également une question bonus ici en lien avec cette première question, où on nous demandait l'angle de la pente. Cette question bonus n'est pas très complexe si vous vous êtes attardé au laboratoire sur ce chapitre, au calcul théorique. Et dans les calculs théoriques, on avait une formule qui nous permettait de trouver donc l'accélération là, d'un objet qui est sur une pente. Et la formule était la suivante, c'est-à-dire que l'accélération est égale à l'accélération gravitationnelle terrestre G fois sinus de l'angle de la pente. Et dans ce cas-ci, donc, si on a l'accélération sur la pente qui est moins 2 mètres par seconde carré, on connaît évidemment l'accélération gravitationnelle terrestre, moins 9,8 mètres par seconde carré, et tout ça fois sinus de l'angle. Donc, si je veux isoler l'angle là-dedans, ben, je peux diviser de chaque côté par moins 9,8. Et ensuite, donc, pour isoler l'angle, je pourrais faire sinus moins 1. Donc, je vais combiner ces deux étapes-là en une seule, là, si vous le voulez bien. Donc, je vais diviser de chaque côté par moins 9,8 et ensuite faire sinus moins 1 de la réponse. Donc, pour trouver l'angle, c'est sin moins 1 de moins 2 mètres par seconde carré divisé par moins 9,8 mètres par seconde carré. Et si vous faites le calcul, vous devriez obtenir une piste là, ou une pente qui est aux alentours de 11,78 degrés. Donc voilà, donc c'est inspiré là, du travail que vous avez fait potentiellement dans la section théorique du laboratoire. Et c'était donc le petit bonus en lien avec la question numéro 1. Donc, c'est parti maintenant pour la question numéro 2. On nous parle ici du haut d'un édifice de 4 mètres de hauteur. Un caillou est lancé verticalement à une vitesse de 5 mètres par seconde. Je peux ajouter ces informations ici dans mon dessin. Donc, on sait que la vitesse initiale ici, elle est de 5 mètres par seconde. On sait également que l'édifice ici a une hauteur de 4 mètres. Je vais associer ça ici à delta Y, donc de 4 mètres ici, voilà. Parfait. Et ce qu'on cherche donc dans cette situation-là, c'est combien de temps le caillou prendra-t-il pour retomber au sol? Peut-être certains seraient tentés dans cette question d'aborder ce problème comme un problème de mouvement parabolique. Cela dit, le dessin peut-être ici est un petit peu porte à confusion parce que c'est pas une parabole ici, c'est vraiment un mouvement vertical. Donc on suppose que le caillou ici, au départ, est tout à fait sur le bord là, de l'édifice. Et donc, on va le lancer vers le haut et ensuite il va redescendre sur le sol. Tout ce mouvement-là est parfaitement vertical. Donc, nul besoin là, de tracer le tableau là, avec la colonne des X, la colonne des Y, norme, orientation. Donc, tout ça est un mouvement parfaitement vertical. Donc, allons-y avec les données ici. Donc, évidemment, la vitesse initiale, donc de 5 mètres par seconde. Évidemment, on va établir que le sens du mouvement positif est vers le haut, comme on le fait habituellement dans les mouvements verticaux. Ce qui veut dire que la vitesse initiale, bien sûr, est positive. Et ensuite, le déplacement. Donc, le déplacement de 4 mètres. Donc, entre le point de départ et le point d'arrivée, puisque la balle va tomber ici. Donc, on se rappelle que le déplacement, ce n'est pas toute la trajectoire, c'est seulement entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc, c'est un déplacement de 4 mètres ici. Et évidemment, il sera négatif puisque la balle tombe plus bas qu'elle n'a commencé, qu'elle n'a débuté le mouvement.
Donc, ce sera là, moins 4 mètres ici. Évidemment, c'est un mouvement en chute libre soumis à la gravité terrestre, donc on a une accélération ici gravitationnelle de moins 9,8 mètres par seconde carré. Et avec tout ça, donc, on veut trouver donc la valeur de la durée du temps ici en secondes. Combien de temps ça va prendre de faire ce mouvement-là. Si on regarde parmi les formules qu'on a sous la main, évidemment, il y en a une qui ressort là, pour nous permettre de trouver le temps. C'est delta y est égal à vitesse initiale, bien sûr, en y fois delta t plus accélération y fois delta t carré divisé en 2. Évidemment, on a parlé de cette formule-là pour isoler le temps. Malheureusement, là, ici, c'est pas tout à fait judicieux. Il y a une exception à ça et on va peut-être le découvrir ensemble dans quelques instants. Mais bref, dans ce cas-ci, euh, c'est pas possible d'isoler le delta t sans passer par la quadratique. Donc, c'est pas un chemin que je vous recommande de tenter de trouver le temps à partir de cette formule-là, à moins que vous soyez très à l'aise avec la formule quadratique. Donc, l'idée, plutôt, c'est de trouver une autre information, en l'occurrence ici la vitesse finale de la balle. Donc, la vitesse finale quand elle va toucher le sol, ou le caillou plutôt. Donc, quelle serait cette vitesse finale? Et on peut calculer cette chose-là avec la formule. Donc, VF carré est égal à la vitesse initiale au carré plus 2A delta Y. Donc, évidemment, tout ça ici est en Y. Là, je peux le préciser ici. Y. Voilà, l'accélération Y. Donc, c'est parti. Donc, pour calculer la vitesse finale, en Y, donc la vitesse initiale, elle est de 5 mètres par seconde à la 2, plus 2 fois l'accélération de moins 9,8 mètres par seconde carré, fois le déplacement de moins 4 mètres. Je vous épargne ici là, les détails mathématiques. Là. Si on fait 5 à la 2, ça fait 25. 2 fois moins 9,8 fois moins 4. Donc, ça va vous faire ici, là, je vous donne ça à l'instant, 78,4. Donc, on additionne à 25, on fait la racine carrée. Et donc, là, je vous fais grâce, comme je vous dis, du calcul, mais si vous faites la racine carrée de ce résultat-là, vous allez obtenir ici vitesse finale en Y de 10,17 environ mètres par seconde. Sommes-nous surpris que c'est une vitesse qui est supérieure à la vitesse initiale? La réponse c'est non, un peu comme dans l'esprit du numéro précédent. Lorsque le caillou va retomber à la même hauteur, là, mais qu'il va être en train de chuter, ben, rendu ici, sa vitesse va être de moins 5 mètres par seconde. Donc, s'il touche plus bas que son point de départ, nécessairement qu'il aura eu le temps de gagner davantage de vitesse. Bien sûr, pour résoudre ici la situation, on a fait une racine carrée. Et lorsqu'on fait une racine carrée, il y a deux réponses possibles, une positive et une négative. Et puisque à la fin de notre mouvement, l'objet donc est en train de tomber, sa vitesse finale est bien sûr négative. Donc on va choisir la réponse négative ici, donc de moins 10,17. Et donc, ensuite, donc, si je veux calculer le temps, ben, je vais prendre une autre formule là, que celle que j'ai proscrit au départ. Donc, par exemple, là, je pourrais prendre la formule ici, là, VF est égal à VI plus A delta T. Donc, pour trouver le temps. Donc, j'ai la vitesse finale que je viens tout juste de calculer, moins 10,17 mètres par seconde, est égale à la vitesse initiale, 5 mètres par seconde. Donc, plus donc, une accélération de moins 9,8 mètres par seconde carré fois le temps ici. Et donc, comme étape de résolution, là, ici, là, encore une fois, je ne ferai pas là, le détail algébrique. Là, je pense que vous êtes très capable de le faire. Il faudra d'abord soustraire moins 5 de chaque côté. Et ensuite, donc, faire là, la division par moins 9,8. Et si vous faites ça, là, vous devriez obtenir ici une réponse là, aux alentours de 1,55 secondes environ là, pour la durée du mouvement. Donc, encore une fois, là, je fais grâce peut-être des étapes algébriques un peu, là, un peu plus là, simples. Là. Je pense que vous êtes capable d'y arriver là, sans trop de difficultés. Voilà pour le numéro 2. Passons maintenant au numéro 3.
Donc, c'est parti ici. Donc, on parle ici d'une bille qui roule vers le bord d'une table de 1,275 mètres de hauteur. Donc, je peux ajouter cette information-là ici dans mon problème. Donc, voilà ici. Donc, ça, ce sera un déplacement vertical, 1,275 mètres de hauteur. Voilà. Ensuite, la balle tombe et touche le sol à une distance de 7,15. Évidemment, mon schéma n'est pas du tout à l'échelle, donc on constate que cette distance de 7,15 est largement là, pas bien représentée en termes d'échelle ici. Ça sera le déplacement X. Et donc, on cherche la vitesse horizontale initiale de la balle sur la table avant qu'elle ne tombe. Évidemment, nous sommes devant un problème de mouvement parabolique. Donc, c'est pas pour rien que vous voyez ce tableau apparaître, ce tableau avec donc les fameuses cases N, O, X, Y et verticalement, donc accélération, vitesse initiale, vitesse finale, déplacement horizontal ou vertical. Et le delta T ici, je vous rappelle que les cases N et O, normes et orientation, nous servent seulement que pour la vitesse. Donc, on va annuler ça ici, voilà. Donc, pour toutes les autres, on n'en a pas besoin. Et on peut commencer tranquillement à ajouter l'information dans le tableau. Évidemment, vous le savez, hein, les accélérations, horizontalement, l'objet est à vitesse constante, donc 0 mètres par seconde carré. Verticalement, c'est une chute libre, moins 9,8 mètres par seconde carré. Ensuite, on connaît les déplacements dans cette situation-ci. Donc, le déplacement horizontal de 7,15 mètres et le déplacement vertical, donc de 1,275 mètres. Évidemment, c'est une chute comme le numéro précédent. Donc, le déplacement vertical sera négatif ici. Donc, moins 1,275 mètres. Voilà. Quelles autres informations avons-nous ici? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres informations. Ben, il y a un mot-clé. On en a parlé là, à quelques reprises là, dans les différents exemples qu'on a faits. Donc, on nous parle ici d'un objet qui roule, donc qui est lancé au départ à l'horizontale. Et c'est ça le mot-clé ici. Donc, on le voit très bien hein, sur le petit schéma, la vitesse initiale qui est représentée parfaitement à l'horizontale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en termes concrets là, pour nos données? Eh bien, ça veut dire que l'orientation de la vitesse initiale est à 0 degré. Et si son orientation est à 0 degré, ça veut dire que la balle, au départ, l'objet n'est ni projeté vers le haut, ni projeté vers le bas, de sorte que sa vitesse initiale en Y, sa vitesse initiale verticale, est de 0 mètre par seconde. Et donc ça nous permet là, déjà d'avoir de l'information là, en quantité suffisante en ce qui concerne la partie verticale du mouvement. Remarquez ici qu'on a 3 informations en Y. Donc l'accélération, la vitesse initiale et le déplacement. Et donc, si je veux trouver la vitesse initiale horizontale, moi, ce que je cherche en somme, là, c'est vraiment ça ici. Donc, la vitesse initiale là, horizontale de mon objet. Ben, sachant qu'en X, je n'ai qu'une seule formule que je peux utiliser. Étant donné qu'en X, c'est un MRU, mouvement rectiligne uniforme, il n'y a pas d'accélération. La seule formule que je peux utiliser en X, c'est la vitesse est égale au déplacement divisé par le temps. Le déplacement, je le connais. Horizontal, c'est 7,15. Donc, je dois trouver le temps d'abord. Et ça, je vais le faire avec les données en Y. Donc, j'ai l'accélération, j'ai la vitesse initiale, j'ai le déplacement. Et j'ai mentionné au numéro précédent que ici, dans ce cas-là, on a donc 3 données, accélération, vitesse initiale et déplacement. Et la formule qui nous permettrait donc de calculer le temps à partir de ça, ben, c'est la fameuse formule maudite, là, donc delta Y ici est égal à la vitesse initiale en Y fois delta T plus l'accélération Y fois delta T au carré divisé par 2. Et on a expliqué donc tantôt que cette formule-là n'est pas optimale puisque on doit là, faire la quadratique pour isoler le delta T. Il y a une exception à ça. Il y a une exception. Et cette exception-là se trouve dans le problème, dans la situation suivante.
L'exception, on peut arriver à trouver le delta t dans un cas comme celui-là si la vitesse initiale est 0. Ce qui est le cas ici, la vitesse initiale en y est 0, de sorte que le terme VI fois delta t, quand on va mettre la vitesse initiale à 0, ben, ça va annuler donc le terme. Et ce qui va nous rester dans la formule, c'est delta y est égal à l'accélération y fois donc le temps à la 2 divisé par 2. Et là, je n'aurais pas besoin de passer par la quadratique pour isoler le delta t, je pourrais le trouver d'un seul coup avec le calcul. Donc, si on remplace ici, déplacement en y, moins 1,275 mètres, est égal à l'accélération en y, donc moins 9,8 mètres par seconde. On se rappelle, mètres par seconde carré, pardon. On se rappelle toujours utiliser les données, donc, dans chacune des colonnes. Donc, si je travaille avec les données en y, seulement des données en y et non pas des données en x. Bon, encore une fois, je vous fais grâce là, ici des détails mathématiques là, qui suivent. Donc, pour aller isoler là, le delta t, je ferai x2 de chaque côté, ensuite divisé par moins 9,8. Et pour terminer, je ferai la racine carrée là, pour arriver à trouver la réponse. Et si je fais ces étapes-là dans l'ordre, là, je vais obtenir ici la réponse. Attendez un instant. Voilà. Donc, aux alentours là, de 0,51 secondes. 0,51 secondes. Donc, vous pourrez là, faire l'algèbre là, et valider que ça fonctionne pour vous. Donc, 0,51 secondes, évidemment, hein, on le sait, donc cette valeur de temps-là est valide autant en X et en Y. Donc, souvent, on fusionne ici les cases là, dans notre tableau pour indiquer que le temps, ben, c'est pas un temps différent en X et en Y, c'est le même temps dans les deux dimensions. Donc, je connais maintenant le temps, je connaissais déjà le déplacement en X. Ben, je peux calculer ici la vitesse en X, donc 7,15 mètres divisé en 0,51 secondes. Et si vous faites le calcul ici, vous allez obtenir la vitesse en X. Donc, voilà, la vitesse initiale, la vitesse finale, parce que, évidemment, la vitesse ne change pas en X. Donc, 7,15 divisé par 0,51, ben, ça vous donnera une vitesse aux alentours de 14,02 mètres par seconde. Donc, ça, c'est ce que je cherchais ici dans mon tableau, 14,02 mètres par seconde. C'est aussi la norme de ma vitesse initiale, étant donné qu'au départ, la vitesse n'est qu'horizontale. Donc, c'est comme si j'avais trouvé la composante x, la composante y étant 0, ben c'est certain que la norme est de 14,02 mètres par seconde, ici. Donc, voilà pour ça, donc pour ce troisième numéro de mouvement parabolique, bien sûr. Donc, terminons maintenant avec le dernier, mais non le moindre, fameux problème numéro 4. Évidemment, problème de mouvement parabolique qui, certainement, n'est pas simple. Donc, c'est parti. On n'a pas de schéma en plus, donc il faudra tracer peut-être la situation. On nous parle d'un boulet de canon qui est tiré à une vitesse de 40 mètres par seconde à partir d'un château. Donc, sachant que le boulet s'est élevé à une hauteur maximale de 24 mètres au-dessus de sa position de départ, détermine à quel angle il a été tiré. Donc, on sait qu'il y a un angle qui a été tiré ici. Donc, je vais illustrer, là, grosso modo, cette trajectoire ici, là, cette situation. Donc, imaginons qu'on a une tour de château ici et qu'on a un boulet au départ là, qui est tiré. Donc, avec un certain angle, on ne connaît pas cet angle-là, on le cherche d'ailleurs. Donc, l'angle ici. Et on sait que donc le boulet va se soulever là, dans les airs. Tu sais, je vais mettre la trajectoire ici en bleu. Oh, pardonnez-moi, je recommence. C'est parti. Et là, va retomber éventuellement. Et bon, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la vitesse initiale du boulet est de 40 mètres par seconde. Et ensuite, on sait que le boulet va atteindre une hauteur maximale de 24 à partir de son point de départ. Donc, quand le boulet va atteindre son maximum ici, on sait que la distance par rapport à son point de départ, c'est de 24 mètres ici. Évidemment, ça représente quoi? Ben, ça va représenter le déplacement vertical du boulet, donc par rapport à son point de départ.
Donc, écoutez, c'est parti. Allons-y sans plus tarder avec le fameux tableau. Donc, on a NO, X et Y. On a l'accélération, la vitesse initiale, la vitesse finale, le déplacement en X ou le déplacement en Y. On a le temps. Les colonnes normes et orientation sont réservées à la vitesse. On va voir les autres. On sait que dans un mouvement parabolique, l'accélération en X est toujours de 0 mètres par seconde. C'est un MRU, mètre par seconde carré, pardon. C'est un MRU. En Y, moins 9,8 mètres par seconde carré. C'est une chute libre. Ce qu'on nous donne comme information au départ, c'est la vitesse initiale. Je vous rappelle que dans la majorité des problèmes, voire tous les problèmes, quand on vous donne une information sur la vitesse, c'est une information qui concerne la norme. Donc, c'est la valeur de la norme de la vitesse ici qui vous est donnée, donc de 40 mètres par seconde. On ne connaît pas les composantes, on ne connaît pas l'orientation. On va dire c'est ce qu'on cherche. On peut l'indiquer tout de suite. Ça, c'est ce qu'on cherche dans notre situation ici, l'orientation de notre vitesse. Ensuite, on connaît donc le déplacement vertical du boulet jusqu'à sa hauteur maximale. Donc, c'est de 24 mètres ici. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai comme information au départ dans cette situation. Bon, il y a nécessairement de l'information cachée, de l'information qui est à quelque part là, dans notre problème, là, peut-être quelque chose avec quoi on pourra nous aider. Évidemment, il est question ici de la hauteur maximale et on se rappelle, ça c'est une information classique lorsque le boulet atteint sa hauteur maximale, donc sa vitesse finale verticale. Donc le boulet monte, 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 perd de la vitesse en montant et quand il arrive au sommet de sa trajectoire, donc sa vitesse finale à la verticale est de 0 mètre par seconde. Et donc, on peut indiquer cette information ici dans le tableau. Donc, une vitesse finale verticale de 0 mètre par seconde. Maintenant, comment je vais faire ici pour trouver l'angle? Ce que je peux peut-être faire ici, là, en côté de mon schéma, c'est peut-être un petit schéma de vecteur en ce qui concerne la vitesse initiale. Donc, on sait que la vitesse initiale a une valeur de 40 mètres par seconde. Cette vitesse-là a un angle, donc forme deux composantes ici, une horizontale, une verticale. Donc ça, c'est la vitesse initiale. Donc ça, ce serait la vitesse initiale horizontale, la vitesse initiale verticale. Et l'angle ici, donc c'est celui-là que je cherche. Donc, si je suis capable de trouver une des deux composantes, soit celle en X, soit celle en Y, donc la vitesse initiale en X ou la vitesse initiale en Y, sachant que j'ai la norme, autrement dit l'hypoténuse ici de mon triangle rectangle, je vais être capable, je vais être en mesure, avec 2 côtés sur 3 dans mon triangle rectangle, je vais être en mesure de trouver donc l'orientation, l'angle là, recherché ici. Donc, je pourrais essayer de trouver la vitesse initiale. Et laquelle sera la plus simple à trouver? Bien, étant donné que j'ai beaucoup d'informations en Y, bien, c'est celle-là que je vais trouver d'abord. Et donc, pour y arriver, ben, je vais utiliser une formule qu'on a déjà utilisée là, dans ce test-ci, c'est-à-dire que la vitesse finale en Y, donc à la 2, est égale à la vitesse initiale en Y à la 2, plus 2 fois l'accélération Y fois le déplacement Y. Donc, vous voyez là, que je prends la peine toujours d'identifier là, dans quelle dimension je travaille avec les formules. Donc, toujours là, pour ne pas se tromper, pour ne pas mélanger des informations. Donc, dans cette situation-ci, on sait que la vitesse finale de mon boulet est de 0 mètre par seconde carré. Vitesse initiale, c'est ce que je cherche à la 2, plus 2 fois l'accélération de moins 9,8 mètres par seconde carré, fois le déplacement qui est celui-ci de 24 mètres. Donc, encore une fois, je vous fais grâce là, des détails mathématiques. On pourrait commencer ici par calculer 2 fois moins 9,8 fois 24, ce qui vous donnerait un total de moins 470,4, que vous iriez ensuite déplacer de l'autre côté de l'équation, donc en faisant plus 470,4 de chaque côté, et ensuite en faisant la racine carrée de ce nombre-là. Donc, vous obtiendrez donc, la vitesse initiale. Et donc, cette vitesse initiale ici en Y, étant donné que vous avez fait la racine carrée, donc ça pourrait être positif ou négatif,
Donc, ce serait aux alentours là, de 21,69 mètres par seconde. Et donc, évidemment, on l'a vu dans notre schéma de vecteur, au départ, la vitesse initiale verticale, elle monte. Donc, elle sera nécessairement positive. Donc, je vais choisir la réponse positive ici, non pas la réponse négative. Donc, la vitesse initiale, on peut l'écrire dans le tableau, donc 21,69 mètres par seconde. Parfait. Donc, je le disais tantôt, hein, on a la composante verticale, donc la composante Y. Je peux l'écrire ici là, sur mon schéma. Donc, ça, c'est 21,69 ici, mètres par seconde. Une erreur classique aurait été de faire la chose suivante. J'efface ici ça et j'y reviendrai là, dans quelques instants. L'erreur classique aurait été de dire, ah bon, ben j'ai 40 ici, la norme, et j'ai 24 mètres la hauteur ici comme composante verticale. Et bien sûr que non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train de comparer en ce moment-ci, donc, une hauteur des mètres avec une vitesse. Donc, certainement, là, ce n'est pas le chemin à prendre ici. Donc, on doit comparer des vitesses avec des vitesses. C'est pourquoi on a trouvé la composante verticale. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire ici pour me simplifier la vie, bon, je pourrais faire là, sinus, cosinus, tangente, loi des sines, là, tout ce que vous voulez. Mais bref, je vais utiliser dans le fond les formules qui nous permettent de trouver les composantes facilement. Et dans ce cas-ci, on sait que la composante Y d'un vecteur, ben, je la calcule en faisant la norme, donc ici la vitesse, fois le sinus de l'orientation. Et donc ici, on connaît la composante, 21,69. On connaît la norme, 40 mètres par seconde. Et l'orientation ici, on pourrait la trouver. Donc, ce qui me reste à faire, ce serait de diviser de chaque côté par 40 et faire sinus moins 1, donc du résultat. Donc, autrement dit, là, pour trouver le θ, je dois faire sinus moins 1 de 21,69 mètres par seconde divisé par 40 mètres par seconde. Et donc, ça va me donner environ l'orientation ici. Donc, c'est parti. Ça devrait me donner une orientation aux alentours là, de 32,83. Je vous rappelle, quand on est en physique, on travaille toujours avec le mode degré sur votre calculatrice. Donc, faites attention à ça, là, surtout pour ceux et celles qui sont en train de travailler en mathématiques. Les radians, là, et puis tout ça, le cercle trigonométrique. Donc, toujours en mode degré en physique. Donc, voilà, on a complété ici notre réponse pour la première partie du problème. Attaquons-nous maintenant à la deuxième partie, au numéro, ben, la lettre B, si vous voulez. Donc, sachant qu'au total, le boulet a franchi une distance horizontale de 204 mètres, détermine son temps de vol. Donc, je vais refaire un schéma ici. Je pense que c'est important parce que c'est pas tout à fait la même chose qu'on regarde ici. Évidemment, le boulet donc, va partir de la même façon, là. Donc, avec une vitesse initiale de 40, je vais refaire ici mon dessin un petit peu mieux. Voilà. Voilà, donc vitesse initiale de 40, ça ne change pas. On a calculé aussi l'angle, là, je pourrais l'ajouter ici. Donc, de 32,83. Voilà. Et je vais tracer la trajectoire ici. Donc là, maintenant, ce qu'on regarde, c'est que le fait que le boulet va monter et ensuite redescendre jusqu'au sol. Et donc, on sait que le déplacement horizontal, la portée, donc, du boulet était de 204 mètres. Et donc, on veut savoir combien de temps ça prend faire tout ce mouvement-là. Donc, je vais reproduire un nouveau tableau ici, norme orientation X et Y. Donc, on a l'accélération, la vitesse initiale, la vitesse finale, le déplacement en X ou le déplacement en Y et le temps ici. Évidemment, la norme et l'orientation sont exclusifs à la vitesse. On n'en a pas besoin pour les autres. Voilà. On sait très bien que dans cette situation, comme dans la précédente, on a une accélération horizontale de 0 mètres par seconde carré et verticale de moins 9,8. C'est toujours le cas. Évidemment, les informations quant à la situation initiale, la vitesse initiale de notre boulet, ça, il n'y a rien qui a changé. Donc, je peux tout simplement copier les infos que j'ai obtenues de la première situation.
Donc, notamment la norme, ça ne change pas. L'orientation, on l'a calculé, c'est la même, 32,83 mètres par seconde. Pardon, excusez-moi, ce sont des degrés, pas des mètres par seconde, voilà. La composante verticale de la vitesse qu'on avait calculée est toujours bonne, donc 21,69 mètres par seconde. Maintenant, qu'est-ce qui change? Est-ce qu'on peut écrire ici que la vitesse finale du boulet est toujours de 0 mètre par seconde? Évidemment, la réponse c'est non, puisque le boulet n'atterrit pas, dans le fond, à la hauteur maximale. On regarde vraiment quand il atterrit ici. Certains pourraient être tentés de dire que ben, s'il frappe le sol à ce moment-là, la vitesse finale sera de 0. Faux. On regarde la vitesse finale au moment de l'impact, donc juste avant vraiment qu'il frappe le sol. Donc, c'est la vitesse là, quand il est toujours dans les airs, autrement dit, et cette vitesse-là n'est pas 0 ici. Par contre, on sait maintenant que l'objet a donc franchi ici 204 mètres. Ça, c'est une donnée de cette situation. Et on cherche le temps, donc soit le temps à partir des données en X ou des données en Y. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici pour calculer quoi que ce soit? Je n'ai pas beaucoup d'informations, ni en X ni en Y. Je peux peut-être m'attarder ici quelques instants à la vitesse initiale, hein. Je connais la norme, je connais l'orientation, je connais la composante Y. Ça ne me prendrait pas grand-chose ici pour trouver la composante X. Je vais faire ici mon schéma de vecteurs donc, que j'avais fait là, précédemment en haut. Donc, on connaît ici la vitesse initiale, c'est la norme de 40 mètres par seconde. La composante verticale était de 21,69 mètres par seconde. L'angle ici était de 32,83 degrés. Et je pourrais trouver assez facilement donc la composante horizontale, donc la vitesse initiale en x ici. Bon, certains vont dire à quoi bon? Ben, c'est une information supplémentaire qu'on peut calculer. On verra maintenant où ça nous mène, donc on va le prendre là, si c'est une information de plus. Comment maintenant calculer cette chose-là? Ben, on a plusieurs options qui s'offrent à nous, notamment là, le fait que, bon, on a l'angle, on pourrait calculer les sinus, tangentes, tout le tralala. Mais dans ce cas-ci aussi, on observe une chose. Donc, si on nomme les côtés de notre triangle ici, là, rectangle, donc l'hypoténuse ici qui est C, le côté ici qui est B, et la vitesse initiale que je cherche A, ben, vous aurez remarqué ici qu'on a une situation parfaite pour faire le théorème de Pythagore, donc avec les deux composantes et la norme donc, du vecteur. Donc, le A ici, c'est ce que je cherche. Donc, B, ça serait donc 21,69 mètres par seconde à la 2. Et le C, ben, c'est la norme de 40 mètres par seconde à la 2. Encore une fois, je vais vous faire grâce des détails mathématiques, là. Vous êtes capable là, de compléter ça sans grande difficulté. Donc, si vous faites le 40 à la 2, vous soustrayez ensuite le résultat de 21,69 à la 2, qui vous donne donc 470 et 4, c'est ce qu'on obtenait là, la dernière fois. Donc 40 à l'an 2, ça fait 1600, moins donc 21,69 à la 2, comme je disais, 470, et vous faites la racine carrée de ça. Vous obtiendrez là, au final une réponse pour le A aux alentours là, de 33,61 mètres par seconde. Et donc, ça correspond à la vitesse initiale en X. Donc, je vais l'écrire ici. Là, ça, c'est VIX et on peut le mettre dans le tableau ici. Donc, 33,61 mètres par seconde. Ce sera aussi la vitesse finale en X. Hein? On n'oublie pas, vitesse finale, vitesse initiale, c'est identique puisqu'il n'y a pas d'accélération en X. Et maintenant, est-ce qu'on peut trouver le temps? Ben, plutôt facilement, oui. Puisque en X, on a toutes les données sauf le temps. Et on se rappelle qu'il y a une seule formule en X qu'on peut utiliser, qui est vitesse est égale à delta X divisé par delta T. Ou encore, là, si on manipule ça, donc delta X est égal à V fois delta T. Ou si j'isole delta T, donc delta T est égal à delta X divisé par V, donc le déplacement divisé par la vitesse. Donc, calculons ça ici sans tarder.
Le déplacement horizontal, c'est de 204 mètres, divisé par une vitesse constante de 33,61 mètres par seconde. Et si vous faites ce calcul-là, vous obtiendrez ici le déplacement, donc le déplacement, pardon, j'allais dire le déplacement, c'est le temps de vol, le temps de parcours dans les airs qui se situe aux alentours de 6,07 secondes. Donc voilà, terminé ici pour la deuxième partie de la question. Donc, encore une fois, l'utilisation du tableau là, nous aide grandement là, pour organiser le travail, organiser notre information. Il y avait des informations cachées là, qu'il fallait déduire, la vitesse finale au sommet de la trajectoire, ce genre de choses-là. Bref, le reste, c'est vraiment de pratiquer encore et plus qu'on en fait, meilleur vous deviendrez avec tout ça. Donc, j'espère que cela va vous aider dans votre étude pour l'examen. Et sur ce, on se revoit très bientôt.